Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour les débats avec vous. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes réunis avec Gilles Gonzman qui est resté avec nous pour les débats, journaliste média à Sud Radio. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence Virtu. Bonjour. Et Jonas Haddad, avocat. Bonjour à vous. Bonjour. Une parité complète. Toujours le mot pour faire plaisir. Vous vous plaindrez à Julia Truffaut qui compose les plateaux. Voilà, une nouvelle loi immigration, toujours est-elle nécessaire, et puis on va parler de ces hubs. Le mot n'est pas très bien choisi, je ne sais pas comment on peut appeler ces transitoires, des situations de transit pour les sans-papiers, pour ceux qui demandent l'asile. On va y revenir. Vous savez que l'Italie a parlé de l'Albanie pour envoyer ses ressortissants, pour envoyer les demandeurs d'asile. En attendant les décisions administratives, le RN qui veut supprimer un bon nombre d'agences et d'opérateurs de l'État, et puis voitures, vélos qui respectent encore le code de la route. Si vous êtes usager de la voiture ou piéton, vous remarquez vélo, vous remarquez évidemment que le clignotant n'existe plus, que le feu rouge est souvent très très rouge. Donc tous ces sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Gilles. Moi, c'est l'info. Hier, nos confrères de RMC ont eu au téléphone un juriste d'un grand groupe d'avocats, et il expliquait, il intervenait à l'occasion de l'affaire de Mbappé, et il expliquait que désormais les vedettes et les stars du sport qui sont ses clients ont désormais avec eux un contrat de consentement qui a été rédigé par leur cabinet d'avocats, dans lequel ils doivent indiquer évidemment les pratiques qu'il va avoir dans leur relation sexuelle, que un homme ou une femme doit accepter, et puis également il doit prendre en photo les papiers d'identité, parce qu'évidemment vous pouvez imiter la signature, donc vous devez prendre les papiers d'identité. On est un peu à l'américaine, vous savez, dans 50 nuances degrés, où dans le film il lui fait accepter toutes les pratiques sadomaso. Moi, je trouve que ça va devenir compliqué dans une relation. Vous êtes en boîte de nuit, puis après, vous buvez un petit verre, et puis vous dites, bon, alors tu vas me signer ce contrat. Il en pense quoi, l'avocat d'adhésion. Ça existe en France ? Ça existe, ouais. Je crois même qu'il y a une appli qui s'est créée là-dessus. Absolument. Pour rendre les choses un petit peu plus fluides, parce que c'est vrai que le stylo en boîte de nuit, c'est peut-être pas pratique. En revanche, le fait de charger ça sur une appli, mais c'est vrai qu'en termes de rapport humain, c'est dévastateur. Hein. Et c'est le juriste qui vous parle, mais... Ouais. Il y a des choses que le droit parfois ne peut pas contrôler. Oui, et après, on peut quand même contester ce genre de choses, genre si ça s'est mal passé, ou ça a été mal fait, ou en fait, c'est comme vous découvrez que la personne, c'est pas votre. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme les conditions générales de vente, personne ne les lit. Et si vous dites dans ce consentement que la personne autorise à tout faire, même la dignité humaine, parce que la limite, c'est la dignité humaine, sans faire de cours de droit. Ouais. Vous savez, par exemple, les nains qui se proposaient pendant un moment de se faire des lancers de nains, ça a été interdit par la justice, justement parce qu'on considérait que ça, la dignité humaine. Donc vous n'avez pas le droit de vous soumettre à votre propre indignité. Non, ça ne marcherait pas. Mais en France, ces contrats de consentement sont légaux en France. Alors c'est légal, mais encore une fois, sauf si vous soumettez votre propre indignité. C'est-à-dire si vous acceptez Enfin, moi je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça c'est illégal. C'est ce qu'on a évoqué hier avec Maurizio qui était là. Par rapport à Mbappé, effectivement, même s'il fait signer un contrat, une pratique sexuelle normale, il y a un accord, mais si la pratique sexuelle dérive, que la jeune femme se retrouve attachée, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Ou de déviance, c'est une question, encore une fois, par rapport au droit, si je puis me permettre, qui a été très bien rappelé, de dignité humaine. Baptiste Fournier, Mais dans tout ça, on est très loin dans une relation amoureuse et une relation de confiance, en fait. Je ne pense pas que c'était des relations amoureuses avec Mbappé, là, pour le coup. Non, pour le coup, non. Dans le cadre de Mbappé, quand c'est une boîte de nuit qui est privatisée avec un certain nombre de jeunes filles qui sont invitées à venir par des des organisateurs, des concierges, on appelle ça poliment et de manière pudique aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on soit sur une relation amoureuse classique. On est sur de la consommation faite par des multimillionnaires du sport qui s'achètent tout. Après, on est quand même dans... Pas besoin d'être multimillionnaire, Jean-Philippe.
Non. Vous savez, en 2024, les applications permettent ça. Pour prendre un jet privé et privatiser une boîte de nuit à Stockholm, quand même un petit peu. Mais pour le reste, d'une manière générale, je trouve que avoir 20 ans aujourd'hui, c'est compliqué, oui, parce qu'on est dans un monde où la question du consentement par rapport à ce qu'on a pu vivre, nous, quelques années en arrière, est assez différente. Alors, il y avait certes des abus, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, on est sur une structure qui est mentalement dévastatrice. Et de plus en plus, on retrouve les gens qui vont plus faire du jeu vidéo que des rencontres. L'abstinence n'a jamais été aussi important dans d'autres pays et voilà. Vous me permettrez un coup de gueule pour ma part. Vous savez que le livre de Michael Paty qu'on a reçu, donc un livre qui s'appelle Le cours de Monsieur Paty, qui est d'ailleurs en tête des ventes sur Amazon. Donc je vous conseille déjà d'aller dans votre librairie pour l'acheter. C'est toujours mieux. Mais sauf qu'il y a des librairies qui refusent de vendre ce livre. Oui, absolument. Une en particulier qui s'appelle La Chouette d'Or. On va donner son nom parce que c'est assez indigne comme méthode. Et ce n'est pas la seule. Il y a des gens qui ont eu du mal à trouver le livre. Il était planqué. D'autres ont carrément dit qu'elles ne voulaient pas le vendre. Donc je voulais signaler cela. Ce sont des libraires peut-être militants. Mais quand on commence à interdire des livres... Ça rappelle des mauvais souvenirs quand même. Bah oui, mais c'est le cas. C'est Émilie qui dit: j'ai fait 4 librairies dans mon quartier dans le 20e. Je n'ai toujours pas le cours de Monsieur Paty. Pas parce qu'il est en rupture, mais parce que ces librairies militantes de gauche ne l'ont pas commandé. C'est ça, Paris 20e. Donc il y a des gens qui ont été vérifiés, effectivement. Et c'est le cas, dont cette librairie qui s'appelle La Chouette d'Or, qui ne vend pas le livre. C'est scandaleux. Je sais pas, ça vous laisse... moi je trouve ça non, mais ça pourrait laisser sans voix d'une certaine manière, mais c'est indigne. La chouette qui lit, pardon. C'est la chouette qui lit. Oui, la chouette d'or, c'était la course au trésor. C'est la chouette qui lit, pardon. Non, mais c'est totalement indigne. Vous commencez à vouloir interdire un livre, à vouloir interdire un écrit, qui plus est sur quelque chose qui est un cours, enfin qui sont les écrits, le travail de quelqu'un qui a été victime de l'obscurantisme, du totalitarisme, d'un fait religieux totalement inacceptable, dévoyé. Enfin, pour moi, c'est non seulement indigne, mais je pense que, et là je me tourne plutôt vers l'avocat, mais on est à la limite même de tourner ou de pouvoir être rattaché à ce qui est de l'incitation ou du soutien à des entreprises terroristes. Oui. Alors la Chouette qui lit a publié sur son compte, le journal Libération fait sa une sur le témoignage de Gaël après 4 ans de deuil et de tentatives de compréhension des faits et intentions. À la librairie La Chouette qui lit, à notre humble échelle, nous avons soutenu la tolérance, la compréhension des contextes et des idées dans un esprit de concorde. Ce n'est pas la peine d'acheter le livre, allez acheter Libération aujourd'hui. Le cours de Monsieur Paty, sans esprit de haine, de jalousie ou autre sentiment négatif, bien au contraire. Si ce n'est peut-être de la déception et de la colère retenue. Mais ils disent la mémoire de Samuel mérite d'être honorée, mais pas instrumentée à des fins politiques contraires à nos idées. C'est un vrai ça. C'est légal. Heureusement qu'on a un avocat sur le livre. Exactement 1984 avec Orwell. C'est-à-dire qu'en gros, la guerre, c'est la paix. La violence, c'est la tolérance. C'est la plus pure intolérance, la plus pure lâcheté aussi, il faut le dire, parce qu'ils n'osent pas affronter les réalités que l'islamisme tue dans le pays, qui se drapent dans l'intolérance et dans le courage. Voilà, donc c'est exactement, c'est une inversion absolue des valeurs. Alors, on ne peut pas les incriminer, parce que la presse est libre en France, et le commerce est libre. Donc si j'ai envie de vendre des livres érotiques et pas vendre des livres sur l'islamisme, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, mais en revanche, le fait d'assumer ça au nom de grandes valeurs, moi je pense que c'est vraiment... En fait, ce sont juste des gens qui sont lâches et qui vont théoriser leur lâcheté avec des grands mots, etc., mais qui n'osent pas affronter... Parce que le réel est dur pour les gens pour les militants d'ultra-gauche, parce que là c'est vraiment l'ultra-gauche, pour les militants d'ultra-gauche qui ont expliqué pendant des années que tout ça n'était qu'une chance, que tout ça n'était qu'une richesse, se prendre ce mur de la réalité en face, plutôt que de l'accepter, ils vont aller théoriser pourquoi ils le font pas, etc. Et on cache la réalité. Mais ça fait là maintenant plusieurs années que c'est le cas, c'est le fameux pas de vague. Mais le pas de vague, en fait, qui s'étale. Mais à un moment, le pas de vague, ça provoque des tsunamis électoraux pour des partis qui vont contester cette vision-là. Donc, il faut faire attention. Au-delà de ça, on peut rappeler, il y a eu un chiffre dans le 20h de France 2 sur les gens sur les écoles et les classes qui n'ont pas voulu parler des commémorations de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Donc il n'y a pas que la librairie, il y a également des choses assez étonnantes qui se passent. Ce qui est intéressant, c'est que, pardon, excusez-moi, et j'en termine, c'est que les deux plus proches
de Bernard et de Paty, donc la veuve Bernard et la sœur Paty, je dis comme dans un arrêt, mais pardon, c'est-à-dire la veuve de Monsieur Bernard, voilà, les deux disent que la France a failli. Bien sûr. Et les deux sont muselés. Non, mais de dire ce n'est pas la peine d'aller acheter le livre, lisez Libération, c'est invraisemblable. Je ne sais pas si vous avez. Moi, je trouve ça total. En fait. Ça a été très bien et très justement dit, c'est une forme d'inversion des valeurs. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas sur un ouvrage, entre guillemets, et un livre polémique. C'est plutôt un livre qui vient dresser un constat de rassemblement sur l'état de la République et aussi sur l'œuvre et l'engagement de nos instituteurs et de nos professeurs, avec symboliquement deux professeurs malheureusement donc qui ont été assassinés par des terroristes islamistes et qui étaient justement des symboles de liberté, d'apprentissage, de pédagogie de notre histoire dans sa diversité. Et là, on a affaire encore une fois à une forme, à mon avis même de peur, de crainte. La liberté des commerces, en effet, est importante. On pourra tomber aussi, et on en connaît, sur des librairies d'extrême droite qui ne distribueront pas certaines œuvres. Ce que je tiens à rappeler, c'est que ce livre n'est pas dangereux, c'est au contraire un manifeste pour la France et un manifeste pour la République. Et que dans ce cadre-là, je ne vois pas où est le problème à le distribuer. Et puis on peut aller regarder le documentaire sur France TV dont on a parlé. Sur C8. Oui, sur C8. Qui est passé hier sur C8, mais c'est l'heure des infos, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Gilles Gansman, journaliste média Sud Radio, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu et Jonas Haddad, vous êtes avocat. On va revenir sur la loi immigration, sur les solutions qui sont en train d'être envisagées dans plusieurs pays européens, c'est-à-dire de trouver des zones de transit comme l'Albanie pour ce qui concerne l'Italie. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que les Français y seraient favorables? Le RN qui veut supprimer bon nombre d'agences et d'opérateurs de l'État et voitures, vélos qui respectent encore le code de la route. C'est une enquête que vous pouvez lire chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, qui est assez édifiante sur les comportements routiers. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Jonas, c'est le salon de l'auto en ce moment. Oui, c'est le salon de l'auto et c'est aussi la foire de l'automobile parce que, objectivement, lorsque vous êtes automobiliste aujourd'hui, peut-être qu'il y en a certains qui nous écoutent dans leur voiture, vous ne comprenez plus rien. Et vous savez, en psychanalyse, les injonctions contradictoires sont censées rendre fou. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé? On a dit, c'est la fin du véhicule thermique avant 2035. Donc, en faisant ça, étant donné que nous n'avions pas d'avance sur notamment les Chinois, on est en train de s'aborder toute notre industrie européenne de l'automobile et surtout notre industrie française, puisque eux, ils ont des voitures de meilleur rapport qualité-prix liées à l'électrique. Donc ça, c'est un premier point économique. Un deuxième point, c'est que le gouvernement, pour pallier à ça et pour assurer cette transition et ce transfert, a dit allez vers l'électrique, allez consommer de l'électrique, mais on va vous mettre en place un leasing social. Et ce leasing social a tellement bien marché qu'on a décidé de l'arrêter aujourd'hui. Il y a quelques jours. Ça veut donc dire qu'on a embarqué tout le monde vers l'électrique, mais on est en train d'expliquer aux gens que ça va leur coûter soit plus cher en achetant français, soit moins cher, mais en achetant chinois. Donc en réalité, on est en train à la fois de s'aborder notre industrie automobile européenne et française, ou alors de la maintenir, mais à des prix qui sont plus élevés pour les consommateurs. Donc il faudra nous expliquer comment, pour reprendre les termes de quelqu'un, les petits hommes en gris qui ont conçu cette réglementation assez folle sont en train de s'aborder soit notre pouvoir d'achat, soit notre industrie automobile. C'est un peu mon coup de gueule. Oui, Jean-Baptiste Dugouin-Clément. On paye. Jean-Philippe, pardon. On paye d'être totalement mono-énergie, qu'il y ait une diversification de l'énergie, qu'on sorte du tout thermique. C'est logique, c'est une transition écologique et c'est d'une certaine manière autonomiser le pays par rapport à des hydrocarbures qui sont achetés, qui sont importés. Mais on a voulu marcher à tout crin sur des calendriers qui sont intenables, sans tenir compte des capacités industrielles de la France, mais de l'Europe occidentale. Les Allemands sont très très réticents par rapport à ces législations parce qu'ils ont aussi leurs grands fabricants automobiles et on se rend bien compte qu'on a tout mis sur l'électrique, en tirant d'un revers de trait la question du bioéthanol, la question de l'hydrogène, alors qui représente aussi un coût, mais qui sont des solutions de mobilité décarbonées, et le tout qui plus est, avec un problème de maillage territorial réel aujourd'hui sur les points de recharge. C'est la France des stations-service, c'est quand même ce qui permettait les mobilités des Français. Là, on a un problème de maillage qui se fait, mais qui se fait en retard par rapport à ce
qui est décliné. Et aujourd'hui, un coup d'arrêt. Je rappelle que le leasing social, c'était la promesse électorale du président de la République en 2022, il y a de cela 2 ans. Et on se rend compte, on n'arrive plus à financer, on coupe les choses. Moi, je crois que c'est assez terrible. Là-dessus, on a besoin de pragmatisme, on a besoin de revoir les calendriers, de réétaler et d'être un peu moins monolithique sur les solutions qu'on propose. Et il n'y a pas vraiment de vision. On n'a pas le sentiment qu'il y ait de vision prospective justement sur ce qui peut se passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez effectivement sur ces injonctions contradictoires faites de l'électrique, mais vous serez plus subventionné, ça va vous coûter plus cher. Et sur le tout électrique, on a le même problème sur le bâtiment. Les normes des RE sur la construction imposent le tout électrique également, ce qui est un autre sujet. Alors moi, pour avoir discuté et collaboré d'ailleurs à un livre avec un grand patron énergétique sur ces problématiques-là, il était plutôt satisfait qu'il y ait une forme de planification avec une date à long terme. Néanmoins, le problème, encore une fois, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la supply chain. Au niveau mondial, on est défavorisé. On est défavorisé pour des questions de droits de douane avec des débats qui sont impossibles et une forme de naïveté de ce point de vue-là de l'Union européenne. On est dans une crise énergétique d'ampleur qui, au moment où ces réglementations ont été prises, n'étaient pas impactées par notamment la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, qui ont bousculé énormément le cours des matières premières et le cours des énergies de manière générale. En revanche, il y a un point positif à cela, c'est que un rapport international hier qui est sorti, je ne sais plus s'il émane de l'ONU ou autre, démontrait que normalement l'énergie électrique produite par énergie renouvelable devrait être majoritaire par rapport aux énergies fossiles dans sa consommation à partir de 2035. Donc de ce point de vue-là, le calendrier se tient assez bien. Néanmoins, on voit bien que le coût de production d'une voiture électrique française n'est pas le même que pour les Chinois, n'est pas le même que pour les États-Unis, et que dans ce cadre-là, même par rapport au pouvoir d'achat des Français, on prend un retard indéniable en menaçant l'activité de nos plus grands constructeurs. Et après, derrière, il va y avoir tous les soucis et les problèmes avec évidemment nos mécaniciens, nos garagistes, puisque ces voitures sont construites ce qu'on appelle d'un monobloc, et que nos voitures sont pas d'un monobloc. Vous pouvez changer les roues, etc., etc. Là, la plupart des Tesla sont des monoblocs. Une fois qu'elle est pourrie, vous la revendez. Enfin, il va y avoir derrière des politiques par rapport à l'écologie qui vont être beaucoup plus compliquées qu'avec le thermique qu'on maîtrise depuis des années. Et là, on va aussi se retrouver confronté à des problèmes. C'est-à-dire qu'on a payé la voiture plus cher, il y aura presque pas de marché d'occasion, et derrière vous allez tuer toute une chaîne de fournisseurs et de mécaniques. Et je pense qu'on n'a pas réfléchi à tout ça en fait. Il y a un auditeur qui me dit ça. En fait, il y a une chose que vous n'avez pas compris, c'est que la conception des voitures électriques, car économie des coûts grâce à la suppression des boutons et autres quincailleries, et de ce fait, ils ont doublé le prix des voitures. La morale, vous payez 2 fois votre voiture, là aussi sur la conception des voitures électriques. Et on est aussi dans un contexte budgétaire, je tiens à le rappeler, où de tout un tas de primes sont aujourd'hui interrogées, et ces primes-là justement devaient favoriser l'achat de ces véhicules, et en l'état actuel des choses par rapport justement à une situation financière totalement dégradée, la question se pose légitimement du maintien de ces primes ou non. On va en parler avec vous dans un instant, on va parler du budget. Jean-Philippe, peut-être qu'on va marquer une pause, et comme ça on aura plus de temps pour développer les coups de cœur et les coups de gueule. Vous, c'est un coup de gueule, Jean-Philippe, sur Airbnb. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Jean-Philippe Dugoin-Clément, pour vous, c'est un coup de gueule. Oui, sur Airbnb, ce qu'on appelle le phénomène Airbnb, mais c'est en fait les locations touristiques de courte durée, donc ça va être tous les sites, type Airbnb, Booking, Holidays, etc. À la base, c'est quelque chose d'extrêmement positif, ça permet à des gens qui, quand ils partent en vacances, de louer leurs biens, de gagner un petit peu d'argent, de financer eux-mêmes leurs vacances, c'est la souplesse permise par l'Internet. Le problème, c'est que le phénomène Airbnb, il est devenu totalement incontrôlé, il n'est pas réglementé, industrialisé pour et il crée des effets pervers absolument terribles. Il crée des effets pervers de 2 manières. La première, c'est qu'on est dans un pays qui connaît une crise du logement majeure, qui est d'ailleurs assez inégalement répartie, parce que ce phénomène de crise du logement, on l'a surtout dans les zones tendues, à Paris, sur certains secteurs de la région Île-de-France. Vous pourrez parler tout le secteur d'Euro Disney, sur tout l'arc méditerranéen ou l'arc atlantique. Et aujourd'hui, un nombre de logements sont absolument colossal et soustraits à la location classique pour les familles du fait du Airbnb. Pourquoi ? Parce que les normes sur des logements insalubres, sur les passoires énergétiques ne s'imposent pas au Airbnb. La question du permis de louer que beaucoup de communes ont mis en place ne s'impose pas au Airbnb. Fiscalement, d'ailleurs, on a même plutôt intérêt à louer sur du Airbnb
plutôt qu'à louer de manière classique à une famille qui a besoin de se loger. Et puis la deuxième chose, ça crée des conflits d'usage absolument fous. Moi, j'avais dans ma commune, à Mency, la semaine dernière, quelqu'un qui a vécu un été absolument infernal dans un quartier pavillonnaire, parce que la maison d'à côté, qui a une belle piscine, a été louée pendant quasiment tout l'été à des touristes, un coup hollandais, un coup allemand, qui viennent pour faire la fête et qui, effectivement, pourrissent la vie d'un quartier. Et en fait, face à ça, la réalité, c'est que les communes n'ont quasiment aucun moyen de pouvoir réglementer. La législation, c'est le phénomène de l'ubérisation. Les choses se font par Internet de manière automatique. Et en fait, on court derrière, mais on court beaucoup trop lentement. Et la législation, aujourd'hui, elle se limite à la déclaration préalable que peuvent mettre en place les communes. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut louer son bien se déclare sur Internet, mais il n'y a aucun contrôle de ce qui est loué, comment, pourquoi faire, où ça. Et puis, à un nombre de jours limité qui est de 120 jours. Donc 120 jours, ça fait quasiment tous les week-ends d'une année. Alors il y avait un texte de loi qui avait été envisagé en fin d'année 2023, qui finalement a été bloqué, je crois, aux commissions au niveau du Sénat début 2024. Mais on voit bien qu'on a un phénomène de problème majeur. On pourrait rajouter également là-dessus que le Airbnb, ça devient assez souvent des locations liées au trafic, qu'on parle de stupes, qu'on parle de prostitution. Et pour le coup, autant moi je suis quelqu'un qui n'est pas forcément pour tout réglementer, autant on a besoin là-dessus de pouvoir permettre aux communes qui ont des réalités différentes, de pouvoir un peu limiter ou au contraire ouvrir, parce qu'il y a des secteurs où ça peut, à l'inverse, arranger certaines communes d'ouvrir. Ça permet quand même une taxation spécifique au niveau local de mémoire. Non, là-dessus, on n'a absolument rien. Ce que l'on peut faire au niveau local, c'est plafonner le nombre de jours, qui est limité à 120, et mettre en place une déclaration préalable. Il n'y a pas une taxe de résidence secondaire qui permet justement à travers... Mais la résidence secondaire, c'est si vous êtes à plus de 120 jours. Quand vous êtes à moins de 120 jours, c'est pas de la résidence secondaire. Donc de fait, vous l'avez pas, cette taxe, ou sur un nombre de cas qui est totalement infinitésimal. Mais à l'inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas régler le problème des impayés et donner plus de pouvoir un peu aux propriétaires qui seront après très heureux de pendant 1 an, 2 ans, 3 ans être tranquilles parce que leur bien est lié, ils n'ont plus à aller chercher louer et il n'y a plus besoin d'aller chercher des locataires. Mais quand vous mettez 2 ans ou 3 ans à mettre dehors un locataire, qu'il faut refaire l'appartement et que pendant ce temps-là vous continuez à payer le crédit, je peux vous dire que vous préférez faire le Airbnb. C'est plutôt ça qu'il faut régler, les histoires de propriétaires qui vont ensuite louer leurs biens parce qu'ils seront en sécurité. Non mais je suis 100% d'accord avec vous. Alors l'État avec la garantie Visale est venu un petit peu quand même répondre à ça. Mais la réalité aujourd'hui, quand vous êtes sur Airbnb ou d'autres plateformes, vous savez que si vous êtes sur des touristes, donc en général, il n'y a pas de risque d'avoir une famille qui va rester, où va y avoir une expulsion. Les sommes sont garanties par la plateforme. C'est plus souple. Objectivement, dans des secteurs en très forte tension, pour peu que vous ayez des logements qui aient des problèmes de salubrité, mais là c'est de l'exploitation de la misère humaine derrière, qui aient des problèmes de diagnostic énergétique, on parle de l'interdiction ou de l'obligation de faire des travaux sur des passoires énergétiques. Airbnb, vous ne l'avez pas. Et donc on se rend compte qu'on a, par une absence de réglementation, donné un intérêt objectif aux gens qui sont dans des zones tendues, à louer Airbnb à des touristes américains ou japonais, plutôt qu'à des familles françaises qui n'arrivent pas à se loger. Et en plus avec des problèmes de conflits d'usage terribles. Quand vous êtes sur le secteur d'Euro Disney, vous avez certains... non mais en région parisienne, mais on peut prendre la même chose sur la côte atlantique. Sur la côte atlantique, les gens n'arrivent plus à se loger, ils sont obligés d'aller dans les terres. Euro Disney, quand vous avez des immeubles, vous avez jusqu'à 30-40% de logements en Airbnb. Les familles qui veulent légitimement pouvoir vivre, habiter avec leurs enfants et qui ont une population de touristes, ce qui n'est pas un mal, c'est pas mais ça crée des conflits d'usage et on a besoin là-dessus de pouvoir un peu réglementer et mettre un terme aux disparités qui existent. Vous avez vu Benoît Payan à Marseille. Alors moi j'ai découvert qu'à Marseille, 75% des investisseurs ne sont pas marseillais. Ils investissent pour louer les logements et lui il voudrait imposer aux propriétaires qui achètent un appartement pour le louer en Airbnb de racheter un appartement et de le louer sur une longue durée. La problématique est encore, de mon point de vue, plus large. En effet, il y a le sujet d'Airbnb sur les zones tendues. Ça peut être des zones tendues économiques, c'est-à-dire de travail.
travail comme des zones tendues touristiques. Le problème, il est plus vaste. La crise du logement, elle est en train de monter. On le voit enquête après enquête depuis 2-3 années, et notamment avec l'explosion des taux d'intérêt. Et que dans ce cadre, la réflexion, elle doit être plus globale. Elle doit être plus globale au sens où, j'y reviendrai peut-être après sur mon coup de gueule par rapport au budget, on a un déficit aujourd'hui entre la capacité des actifs et des retraités à pouvoir investir dans un logement. On a une problématique touristique et économique par rapport au travail. On en parlait à l'instant hors antenne, des infirmières par exemple, qui peuvent se loger à proximité de leur travail et à proximité de leur emploi. On a un vrai sujet autour du logement, et cette problématique-là n'a pas été évoquée sur les 2 précédents quinquennats et très peu sous le quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous savez qui est le ou la ministre du Logement ? Oui, pour le coup, Valérie Létard, qui est quelqu'un... Non, mais bon, moi je dis ça parce qu'en plus c'est une amie, mais c'est quelqu'un qui est reconnu par la profession, qui est extrêmement compétente. Le problème de Valérie, c'est quel arbitrage elle pourra obtenir, notamment financier et politique, dans un contexte qui est dramatique. Ça nous amène à votre coup de gueule, Baptiste, qui concerne le budget, Baptiste Fournier. C'était ici une réflexion ces derniers jours par rapport aux petites Kaya qui a sur le budget. J'étais déjà venu sur votre antenne parler du budget il y a un peu plus d'un mois. On est là, sur le trait de la ligne, à se dire, l'épaisseur du trait, pardon, à se dire, bon, cette petite taxe-là, on l'augmente, cette petite taxe-là, on la baisse, etc., sur des petites mesures sectorielles, avec un budget, en fait, qui répond à une crise qui est structurelle, mais on va y répondre de manière conjoncturelle. C'est-à-dire, on va aller faire un petit choc fiscal, entre 40 et 60 milliards, selon les analystes, alors qu'on a un Premier ministre qui a la chance d'être tenu par aucun groupe parlementaire et par aucune majorité politique. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui avait les mains déliées, pour une fois, de la politique, et qui aurait pu peut-être apprendre à avoir le courage de s'engager, à s'attaquer à des grandes problématiques. Celle de la dépense publique, dont on sait qu'elle n'explose pas par ailleurs. Elle est juste simplement stable, et c'est la plus élevée d'Europe pour ce qui concerne les Français. Le rapport entre les revenus du capital et les revenus du travail qui a dévissé depuis maintenant une dizaine d'années. Et le rapport, enfin, entre les actifs et les retraités, puisque si on regarde les grandes masses aujourd'hui, l'explosion de la dette n'est pas liée à notre déficit public. Il est lié tout simplement à une explosion des retraités dans ce pays. Sujet sous-jacent, qui est aussi un fait inquiétant, en France, en Europe, en Occident, et maintenant au niveau mondial, puisque l'UNESCO s'en inquiète, c'est la démographie. Pas un sujet sur les politiques familiales de natalité, alors que je me souviens que le président de la République, il y a un an, avait parlé réarmement démographique. Quelles mesures sont mises en place aujourd'hui, que ce soit pour les familles séparées, pour les familles recomposées, pour faire en sorte que la natalité reparte à la hausse, dont on sait que c'est un déséquilibre majeur aujourd'hui pour financer notre économie, aussi peut-être apaiser un peu le débat sur l'immigration. Bref, on a un budget, à mon avis, pas pour rien, mais qui va répondre à minima à la situation à laquelle on fait face et à laquelle notre société aujourd'hui est de plus en plus polarisée. Faisons des contrats de consentement pour un bébé. Jonas, sur ça. Ce matin, j'entendais Gérard Larcher qui paraphrasait pour le coup Anne Romanoff en disant on ne nous a pas tout dit. Sur la... Oui, non, mais c'est quand même président du Sénat qui dit ça. Vous imaginez ? Imaginez juste si les socialistes à l'époque avaient laissé une ardoise de 6,2 de déficit. Qu'aurait-on dit ? Je pense déjà que quand Michel Barnier est arrivé, il l'a dit. Je ne m'attendais pas à une telle situation. Deuxièmement, il y a aussi une réalité, c'est que il faut qu'on apprenne un peu. Je pense qu'on a eu une parenthèse qui est allée du Covid au JO, dans lequel la frugalité n'était pas du tout de mise, et en fait l'idée c'était le quoi qu'il en coûte. Des gilets jaunes au JO. Des gilets jaunes au JO, et parfois c'était le n'importe quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est-à-dire que partout, tout le monde, dès que quelqu'un faisait une petite manif, etc., on sortait le chéquier. Donc ça, c'était un premier sujet. Oui, mais est-ce que vous entendiez, c'est ce qu'a dit ce matin à Jean-Jacques Bourdin, l'invité politique, qui était la porte-parole du gouvernement. Vous avez entendu la gauche de dire non, ne payez pas les infirmières et les caissières, non, ne payez pas les magasins, non, ne payez pas les restaurateurs. Est-ce que vous avez entendu la gauche ? Est-ce que vous avez entendu une opposition ? C'est exactement, c'est pas mes propos, c'est exactement ce qu'elle a dit à Jean-Jacques Bourdin. Et je trouvais ça intéressant ce qu'elle a dit. Oui, mais la gauche est un mouvement qui réclame, comme disait Kundera, la gauche est un mouvement. Donc en fait, ça réclame toujours plus. Donc il ne faut pas se baser sur les demandes de la gauche pour voir qu'est-ce qui est réagi. En revanche, le rôle, par exemple, moi qui suis
plutôt de la droite républicaine, c'est de dire potentiellement où est-ce qu'on a fait réellement les économies. Et le rapport économie sur la dépense publique versus augmentation des impôts dans un pays qui est, je le rappelle, le pays le plus taxé dans le monde développé, n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Mais tout le monde a laissé filer la dette. Tout le monde a laissé filer, mais c'est l'occasion aujourd'hui de remettre en cause des politiques publiques. Mais s'attaquer, comme le disait Baptiste, quand même... qu'on comprenne vraiment les grandes masses, qu'on n'aille pas chercher... Le problème, par exemple, sur les retraites et le poids des retraites dans ce pays et son financement, c'est l'électoralisme, puisqu'on sait que c'est un électorat aujourd'hui qui se déplace, qui est majoritaire et qui fait l'élection en vérité. Donc on ne s'y attaque pas. Et la démographie, aujourd'hui, on a une classe politique, de toute façon, qui n'est plus parent, disons-le. Je peux vous citer, à mon avis, la plupart des ministres aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas confrontés à la problématique de la crèche, de l'école, de la séparation et du financement de ces politiques publiques-là. On est hors sol, c'est-à-dire que on est dans une situation par ailleurs, et je le rappelle aussi, où il va falloir financer à nouveau l'armement de ce pays, et notamment peut-être au niveau européen, parce qu'on est dans une situation géopolitique où si Trump est élu, on va être abandonné, entre guillemets, d'une certaine manière, par les Américains. Bref, on est là, on navigue à vue, on se dit, bah, cette petite taxe-là, pour des raisons locales, elle ne me va pas, donc je m'exprime. On s'attaque pas au grand sujet, et franchement, la situation est déplorable. Et il ne s'agit pas là, même pas de la gauche, de la droite, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Personne prend le sujet à froid en se disant comment on fait pour rétablir les comptes publics et améliorer notre service public. En revanche, je pense, juste terminer dessus, mais je pense que la bataille méthodique, vous avez raison, elle doit être menée, mais que la bataille de la prise de conscience, elle est quand même là. Si on revient un an en arrière, personne n'avait la conscience de l'urgence de la dette. Et là, je trouve quand même que le gouvernement a fait œuvre de pédagogie. Peut-être que de pédagogie et peut-être pas encore assez d'action, mais de dire prenons conscience de l'état de la dette, ce qui n'était pas le cas avant. On va marquer une. Ça aurait dû le faire après une fois que il y a eu la dissolution quand même. Quand on voit les votes LFistes sur on va vous donner plus d'argent, on va remettre la retraite à zéro, on va mettre tout ça. Les gens ont voté pour ça quand même. Le programme du Front National est exactement le même que LFI. Mais il n'y a pas un programme qui tenait. Donc on est d'accord. Donc c'était à ce moment-là qu'on aurait dû parler de la dette quand même. Petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler immigration tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui que c'est la fête de l'entreprise. J'aime ma boîte, opération lancée par Sophie de Menton qui vaillamment promeut effectivement cette fête de l'entreprise. C'est important, Sud Radio est partenaire. Un sondage nous dit que les Français aiment leur boîte et c'est vrai, le discours de Sophie de Menton est de dire que l'entreprise c'est le tissu de la société. Je vous vois sourire. Non, mais c'est important. Un propos un tout petit peu sérieux, parce qu'on rigolait un peu en antenne sur le côté slogan des années 80, touche pas à ma boîte. Non, mais c'est sérieux. Mais l'entreprise est aujourd'hui le repère pour les populations. On a eu l'Église, on a eu le Parti communiste, on a les syndicats, on a les partis politiques de manière générale, où il n'y a plus beaucoup de repères. C'est vrai que l'entreprise reste aujourd'hui un facteur de rencontre, un lieu potentiellement de mobilité. Donc, de ce point de vue-là, il faut absolument maintenir une bonne image de l'entreprise comme élément aujourd'hui important, quasiment central de la société. Enfin, dans les récents sondages sur le télétravail, c'est plutôt j'aime mon salon que j'aime ma boîte. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on décide, et il y a des projets de loi dans ce sens, d'avoir maintenant des jours en moins de télétravail, et que les entreprises veulent de plus en plus qu'on arrête le télétravail, et que les employés retrouvent le chemin des bureaux et des entreprises, ils ne veulent plus quand même. Alors si vous permettez juste un petit rebond par rapport à ce qui vient d'être dit. Le logement est un angle mort depuis maintenant des années et c'est une politique qui est extrêmement importante puisqu'elle touche au quotidien des Françaises et des Français. Et il y en a un autre, c'est qu'on n'a pas réinterrogé une nouvelle forme de travail depuis 10 ans. Et pour avoir parlé de ça, je ne vais pas la outer, mais avec Laurent Berger, il y a maintenant 3 ans, puisque c'était juste après le Covid, même eux n'avaient pas anticipé cette explosion du télétravail et de ces nouvelles formes de travail. Et à un moment donné, juste réinterroger le travail, la mobilité à son travail, le lieu de travail, ce qu'il s'y passe et autres, je pense que c'est extrêmement important pour les Françaises et les Français. Oui, non, mais c'est vrai, mais on en revient un petit peu du télétravail. Je voudrais dire un mot dans ce contexte-là, quand même, sur un angle mort de la politique économique actuellement, dont personne ne parle, c'est l'explosion du nombre de faillites. On va être à la fin de cette année
à la fin de cette année, potentiellement à 60 voire 70 000 boîtes qui vont fermer. Et l'année prochaine, on sera à 80 000. Et donc je pense que dans ce cadre-là, si on aime sa boîte, si on aime les boîtes, il faut aussi qu'on accompagne les chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui confrontés à la fin du PGE, qui sont confrontés à l'inflation, donc à une consommation qui est moindre, à l'augmentation des matières premières, et dans des secteurs comme la restauration, l'immobilier, les startups, le textile. Actuellement, il y a beaucoup de boîtes qui ferment, donc aimer sa boîte, c'est aussi faire en sorte qu'elle puisse continuer à vivre. À vivre, et de notre côté aussi à nous. Quand je dis aller dans les librairies, c'est essentiel d'aller chez aussi les petits commerçants. Ce sont aussi des boîtes, ce sont eux, c'est le tissu économique de la France. On parle de Sanofi, on parle de Total, on parle d'Airbus. Rappelons juste que 80% qui ne s'achètent plus dans des magasins de chaussures de ce pays sont des TPE et des PME. Absolument. Et que c'est l'entreprise du coin, l'agence du coin, etc. Et avec des difficultés de recrutement, c'est pas grave, avec des difficultés de recrutement absolument énormes. Moi, je croise quotidiennement des chefs d'entreprise, grandes entreprises, TPE, hyper qualifiées ou absolument pas qualifiées. Il n'y a pas une entreprise qui n'ait pas des difficultés de recrutement. On dit j'aime ma boîte, mais il y a quand même un lien d'attachement à l'entreprise, quelle qu'elle soit privée ou publique. Moi, je le vois sur ma commune ou sur les collègues maires, qui est de moins en moins fort. La question d'esprit d'entreprise existe de moins en moins, et la question de la dépersonnalisation par rapport à l'entreprise, de la déshumanisation avec la montée en charge du télétravail, c'est aussi un phénomène extrêmement fort. Dans beaucoup d'entreprises, quand on est plus sur du service, le télétravail est un grand plus en termes de qualité de vie, en termes de gains sur les transports, mais on a, dans un certain nombre de cas, poussé à un niveau qui fait qu'il n'y a plus de logique de groupe. C'est extrêmement dur d'arriver à agglomérer. Enfin, la plupart des gens rencontraient leurs conjoints, leurs amis sur leur lieu de travail. Quand vous enlevez le phénomène déplacement, le phénomène rencontre, et que vous dématérialisez tout, il y a un moment où on déshumanise aussi. Mais je pense que si on aime nos entreprises, ça pose la question de la réforme de l'assurance chômage. On peut revenir sur la question budgétaire, mais enfin c'est 4 milliards, selon qu'on l'applique ou qu'on l'applique pas, quand on cherche de l'argent. Et on est quand même sur des entreprises aujourd'hui qui n'arrivent plus à recruter. Le Zoom a tué les boîtes. Aussi, mais on n'arrive plus à recruter. Pourquoi aussi? Parce que le travail, on n'en vit plus pour certains. C'est-à-dire que quand vous gagnez le SMIC aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez? Il y a un problème de revalorisation. Mais il y a un problème de revalorisation. Entre les minima sociaux et les minima du travail, on parlait du coût du travail par rapport au coût du capital, le coût de qu'est-ce qu'on gagne en travaillant plutôt qu'en ne travaillant pas. Enfin, on a un vrai problème de structure dans ce pays. Où est-ce qu'on veut faire porter l'effort? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Qu'est-ce qui doit être valorisé? Ouais. On va parler donc du dossier immigration, de cette nouvelle loi immigration en préparation. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Les Français y sont plutôt favorables. Moi, je voudrais qu'on parle des hubs. Donc des hubs, ce sont ces endroits de transition. C'est ce qu'a annoncé l'Italie hier ou avant-hier, d'envoyer en Albanie les demandeurs d'asile en attente. La France n'y serait pas opposée. C'est ce que disait ce matin Maud Bréjon. Écoutez. Est-ce que la France pourrait signer des accords semblables? En tout cas, c'est une volonté qui est portée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est de la diplomatie, c'est des échanges. La France pourrait signer des accords avec des pays tiers. On ne se l'interdit pas. On ne se l'interdit pas pour accueillir des migrants. On ne se l'interdit pas. Avec l'Albanie aussi? On ne se l'interdit pas. Je ne rentrerai pas dans le détail des pays, mais je note que mon collègue Bruno Retailleau, qui est extrêmement déterminé sur la question, c'est un modèle à suivre, a dit l'Italie? Oui. Pourquoi pas? En tout cas, regardons. Voilà, Maud Bréjon, donc, qui était chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. C'est bien, on les envoie, comme ça on ne gère pas. Si, parce qu'il y a une, on est en attente. Oui, on les gère pas. On les gère pas. La question, c'est ce qu'on proposait il y a 2 ans pendant la présidentielle avec Valérie Pécresse, c'est que l'instruction du dossier ne se fasse pas sur le territoire. C'est-à-dire, en fait, effectivement, vous appelez ça des hubs ou vous appelez ça comme vous le souhaitez, mais c'est que l'instruction du dossier d'immigration se fasse en dehors du pays. Parce que quand il est refusé, quand il s'est fait sur le pays, la personne, on voit bien les OQTF qui sont pas tenus, et on voit qu'on n'arrive pas à gérer les choses. Donc c'est des accords à passer avec les pays d'immigration, et en fait c'est d'arriver à ne pas se retrouver devant le fait accompli, parce que derrière on est sur un État qui est COP, ça coûte extrêmement cher et on ne s'en sort pas. Mais on proposait peu ou prou des solutions de ce type il y a 2 ans, on y vient. Toujours eu tort d'avoir raison trop tôt. À partir du moment où on est dans Schengen, c'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il y a une personne qui met un pied sur le sol européen, elle peut après se balader librement. De l'Espagne à la France. De l'Espagne à la France. En fait, si un des pays commence à mettre en place cette solution, nous sommes obligés
ou même nous sommes vraiment contraints de mettre en place cela, parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que tous les autres destinations sur l'immigration, les gens n'iront plus évidemment en Italie parce qu'ils ne veulent pas passer par le sas albanais, et ils diront je vais directement en France ou je vais dans d'autres. Donc, c'est pas plus simple de remettre des frontières ? Alors, c'est pas plus simple de revenir à des choses où on contrôle nos entrées ? Alors, oui, c'est évident, mais la réalité... pourquoi se compliquer la vie ? Mais parce qu'en fait, il y a des gens qui décident d'être dans la clandestinité. Donc il y a des gens, vous avez raison, mais aujourd'hui, il y a bien des frontières. Donc les gens, je prends un exemple. Vous venez de l'Algérie ou du Maroc, vous demandez un visa. Vous avez votre visa. Donc il y a un contrôle des frontières. La personne contrôle votre visa. Mais vous restez sur place. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça s'appelle la clandestinité. Donc si on veut gérer la clandestinité réduite que non, mais l'administration a la durée du visa. Il a le nom de la personne, il a la photo de la personne, il a les coordonnées de la personne. Et comment vous le retrouvez ? On peut toujours retrouver. Quand vous faites une demande d'asile et que la demande d'asile est instruite dans le pays, et bien effectivement derrière, si elle n'est pas acceptée, vous courez après la personne. Oui, on court les OQTF, on ne sait pas où ils sont. Alors comment on va trouver ceux qu'on renvoie ? Je prends un autre exemple. Prenez celui qui a assassiné mais Philippine. Ceux qu'on va envoyer. Mais je vous prends un autre exemple. Comment on fait pour trouver ceux qu'on va envoyer, Valérie ? Par exemple, les mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, ça coûte des 50 000 euros par an par mineur au département. Si on avait ces systèmes-là de contrôle en amont, en fait, on ne laisserait pas rentrer. D'abord pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons. Vous imaginez un mineur qui est seul en France, qui ne sait pas quoi faire, qui est ballotté d'un département à un autre. En fait, si on contrôlait en amont son arrivée, au moins on pourrait savoir. C'est vrai, ce mineur, il est tout seul. Il est dans un pays dans lequel il risque de se faire massacrer. Là, on le fait rentrer. Il n'est pas tout seul. Il a une famille. Et en fait, il n'est pas dans un pays où il risque de se faire massacrer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va rentrer, effectivement, alors pour le coup, comme dit Gilles, dans ce cadre-là, et qu'il ne va pas rentrer clandestinement. Le clandestin, il rentre par définition clandestinement. Il ne demande pas un visa. Oui, mais si on commence à fermer les autres frontières qui mettent en place des hotspots, on sera obligé de le faire. Exactement. Ce sera une course, entre guillemets, à l'échalote et par le bas. Rappelons aujourd'hui quand même qu'il y a une forme de sommet à Bruxelles qui fait suite à l'adoption en avril dernier du pacte migration et asile, que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement vont essayer de mettre en œuvre une feuille de route par rapport à l'accord de ce pacte, et rappeler aussi quand même une réalité sur les phénomènes migratoires, c'est qu'il y a des flux en fonction aussi du contexte international, géopolitique et autres, avec une crise qu'on avait connue en 2015, et pour le coup, là, un système réglementaire au niveau européen, mais aussi au niveau national, non adapté. Mais le nombre de passagers clandestins aux frontières de l'UE, c'est Frontex qui le rappelle avant-hier, a baissé de 42% sur les 9 premiers mois de 2024, comparé à la même période en 2023. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, bien au contraire, puisqu'on voit bien qu'il y a une attente de l'ensemble des électorats européens. Néanmoins, la réponse, elle ne peut être, de mon point de vue, que dans le cadre d'une coordination européenne. Si on veut maintenir ce qu'était, entre guillemets, l'Europe, au-delà de la circulation des flux monétaires et capitalistiques, mais aussi des êtres humains et cette forme de liberté qui est un acquis, il faut que ça soit au niveau des frontières européennes, et que de ce point de vue-là, il y ait un accord cadre et commun qui soit mis en place et en œuvre. Oui, c'est pour ça que, la mise à jour se fait notamment par les socialistes, puisque les socialistes danois, on le savait, mais les socialistes même allemands qui avaient beaucoup accueilli, et anglais, ils sont pas en dehors, mais ils sont en train de prendre conscience de cela. Et peut-être qu'au final, nous serons la dernière zone dans laquelle la gauche française continuera à nier la réalité de ces flux migratoires, ou alors à s'en réjouir. Voilà. Donc si l'ensemble des droites et des gauches européennes décident de contrôler l'immigration, et que nous sommes le dernier pays à ne pas le faire, on va être en fait la terre d'immigration la plus importante d'Europe. Jean-Philippe ? Oui, mais enfin, on n'est pas sur une gauche française, on est sur une extrême gauche française. On paye aussi le fait que, idéologiquement, au sein de cette NUPS 2 ou Nouveau Front Populaire, le barycentre, c'est Monsieur Mélenchon et les Verts qui ont pris le pas sur les autres, que les sociodémocrates n'existent plus, ont disparu du débat politique, soit par absence de portage politique, soit parfois par lâcheté électoraliste. Mais on a une gauche qui aujourd'hui tient un discours totalement déresponsabilisant d'extrême gauche, et qui n'est pas un discours d'une gauche sérieuse
de gouvernement. Alors, sans aller défendre Olivier Faure, c'est rarement mon cas et je ne suis plus affilié à aucun parti politique. Il s'est totalement distingué sur cette question migratoire ces dernières semaines en portant un discours qu'en fait le Parti socialiste porte maintenant depuis une quinzaine d'années sous l'impulsion à l'époque de Bernard Cazeneuve et de Manuel Valls, qui est assez pragmatique. Sur le discours, mais dans les faits, il se couche systématiquement à chaque élection. Et puis au législatif, le Parti socialiste est encore une fois touché. Un 120e projet de loi immigration, comment se comporte le Parti socialiste à ce moment-là. Ouais, nous disons, on me dit, mais pourquoi on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les pays d'origine avant d'en arriver là? C'est-à-dire, il y a une action à mener aussi dans les pays. Alors ça dépend quel niveau d'action. Parce que si vous prenez l'Algérie, où dès qu'on touche un cheveu de quoi que ce soit à l'Algérie, c'est des hurlements, le rétablissement quand même des couplets anti-français dans l'hymne national et les humiliations permanentes malgré les courbettes qu'a fait le président Macron. En fait, moi je dis justement qu'on n'a pas à s'immiscer, on a à trouver des alliés. D'ailleurs, j'en profite pour dire que bientôt, là, dans quelques jours, quelques semaines, il y a un grand déplacement du chef de l'État au Maroc. Enfin, le rétablissement de relations saines entre la France et le Maroc qui va nous permettre de contrôler ces flux. Mais parce qu'il a reconnu le Sahara, c'est aussi pour ça. Mais ce qui a rendu fou l'Algérie, la semaine dernière, il faut replacer les choses dans le contexte. Peut-être le Maroc ne lui dit pas on est heureux de te revoir. C'est parce que en attendant, il y a une rupture des relations diplomatiques parce qu'il y a eu et avec le Maroc beaucoup de maladresses qui ont été faites vis-à-vis notamment du roi. Et en fait, si vous voulez, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir travailler avec ces pays-là, il faut regarder qui sont nos réels alliés. Ça sert à rien d'aller draguer des pays qui, de toute façon, se construisent sur de la rente mémorielle et expliquent à leur population que de toute façon, c'est de la faute de la France si ça va pas, etc. Alors qu'il y a d'autres pays qui ont eu des indépendances depuis des dizaines d'années et qui pourtant s'en sortent très bien. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on parlait du budget, on va revenir sur le budget avec les propositions du Rassemblement national qui propose la suppression d'un certain nombre d'agences de l'État ou d'autres opérateurs au nom de la simplification budgétaire. Donc, c'est une liste qui a à peu près 80 agences concernées, l'Agence de l'environnement, l'Agence nationale de l'habitat, les agences de l'eau, les parcs nationaux, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des trucs dont on se dit, est-ce que ce sont des machins qui servent à quelque chose? Le Conseil économique, social et environnemental dont on parlait avec Sophie de Menton il y a quelques jours, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des choses dont c'est la troisième assemblée, quand même. Ouais. Nous, on plaidait déjà là-dessus pendant la présidentielle il y a 2 ans avec Valérie Pécresse. On continue à défendre cette logique-là avec l'UDI. On nous dit qu'il faut faire des économies dans ce pays. On cherche 60 milliards. Les agences, je sais plus, je voyais que ça représente plus de 80 milliards. Les agences qui ont été créées, alors certaines ont des vraies utilités, mais objectivement certaines ne servent strictement à rien. On a, en l'espace de 40 ans, démultiplié des agences à côté des ministères. On pourrait parler de l'ARS à côté du ministère de la Santé, de la NCT à côté du ministère de la Cohésion des Territoires, qui font un doublon. Au même titre qu'on a démultiplié les collectivités, la commune c'est un échelon essentiel, mais enfin derrière quand on a des intercommunalités, des syndicats, des EPCI, des métropoles, des départements, des régions, on a surempilé des strates de partout, et plutôt que de faire aujourd'hui ce qui est très injuste pour chercher de l'argent, c'est l'impôt et le rabot. Quand un gouvernement a besoin en urgence de chercher de l'argent, il fait les deux choses les plus rapides et les plus injustes, impôt, rabot. La question de fond, ça serait de simplifier, de réduire ce nombre d'agences dont beaucoup ne servent strictement rien. Certaines sont même uniquement là pour empêcher à des projets qui sont financés, qui pourraient se faire localement, de se faire. Moi, je pourrais vous parler d'un projet d'imagerie médicale qui est bloqué depuis 2 ans sur ma commune parce que l'ARS ne donne pas son aval alors qu'on a les locaux, on a les investisseurs, on a un déficit sur le secteur, mais il y a des gens qui sont payés aujourd'hui, des structures qui sont payées pour bloquer ça. Mais donc bloquer en disant quoi ? Parce qu'il faut une autorisation de l'ARS, et donc tant que l'ARS ne donne pas son autorisation, on fait un appel à projet par an. Et aujourd'hui, il en manque 3 sur l'Essonne, ils justifient pas, ils ont refusé le dossier. Et moi, ça fait 1 an et demi que j'ai un porteur de projet qui va finir par partir. Mais ce que je dis sur l'ARS, qui à la limite est cet exemple-là, on le retrouve sur l'ensemble des agences de l'État. Et là, on aurait effectivement, je pense, des milliards d'économies à faire. Et puis l'autre chose sur laquelle on pourrait gagner, c'est de dénormer. On est dans un pays où on a posé des normes pour des questions vertueuses qui coûtent extrêmement cher aux collectivités et à l'État. On a besoin de dénormer, de simplifier. Il y a une enquête ce soir sur Envoyé spécial que vous pourrez regarder sur les normes et l'écheveau français des normes. Il y a un gros documentaire de
de 30 minutes. C'est ce que dit Mathias Renaud. Il dit les opérateurs sont des baronnies qui ont un pouvoir de blocage et de nuisance vis-à-vis des administrations centrales et qui créent de la bureaucratie lorsque l'on arrivera au pouvoir. Bon, on veut qu'il y ait de l'efficacité quand on appuie sur un bouton. Alors, vous êtes-vous... Au moins, on peut se permettre cette liste pour le coup, est pas très bien qualifié de leur part, mais parce que n'ayant jamais gouverné pour le moment, ils n'ont jamais encore été recasés par la suite. Parce que faut regarder qui est à la tête de tout. Qui est à la tête et quel copain serait tué si jamais il y avait suppression de cette agence. Je pense qu'il y a un sujet encore une fois qui revient à la situation politique qui peut être aussi de temps en temps bénéfique à ce gouvernement et à ce Premier ministre. Il n'est encore une fois tenu par aucun parti politique. Dans ce cadre-là, on parle souvent de cohésion, de besoin de dialogue dans cette assemblée. Est-ce que c'est pas le moment de proposer là au groupe de supprimer, mais il faudrait qu'il le fasse dans le dialogue à travers une commission ou autre pour la prochaine année, tout un tas de commissions en regardant leur utilité une par une. Je pense qu'on arriverait à en supprimer peut-être la moitié comme ça au doigt mouillé, mais que les politiques et que l'Assemblée nationale et le Sénat fassent leur boulot de ce point de vue-là, pour le coup, dans un mouvement un peu de concorde. Mais ça ne marchera pas, parce qu'un tel connaît un tel, et là, j'ai le vice-président de la région. On parlait de la volonté politique, c'est ça aussi. Oui, voilà. En fait, la difficulté en plus juridique, c'est que ces autorités sont... Le terme, c'est autorité, c'est des autorités administratives indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, nous avons notre indépendance. Donc, quel que soit le gouvernement, quel que soit l'exécutif régional, local, etc., vous n'avez pas à nous donner d'ordre. Nous sommes indépendants et donc si nous voulons faire une politique qui est différente de celle qui est décidée par le suffrage universel, nous allons faire une politique qui est différente. Donc évidemment, il y a des effets d'inertie, c'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un est élu en disant « voilà, je vous promets que je vais faire ça », l'autorité administrative indépendante s'y oppose. Donc ça a un coût, c'est un coût de temps. Deuxièmement, il y a un coût humain, c'est que c'est normal, les autorités administratives indépendantes, ces agences-là, il y a des gens qui y travaillent et qu'ils ont envie de démontrer leur utilité. Donc comment ils démontrent leur utilité puisqu'ils ne produisent pas de valeur ? C'est pas une entreprise. Ils vont démontrer leur utilité en expliquant que si on n'a pas fait ça, si on n'a pas fait ça, si on n'a pas fait ça, on ne délivrera pas le laisser-passer. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces structures qui doivent être remises en cause, non pas pour ne plus exister, mais pour être réinternalisées dans l'exécutif. Est-ce que c'est possible ? C'est une question de volonté politique. Valérie, on les a créés, on peut très bien les réinternaliser. Dans n'importe quelle entreprise, lorsque vous voyez qu'une business unit, pour reprendre un terme, ne fonctionne pas ou alors est un facteur d'inertie d'une entreprise, vous la remettez au siège. Et il n'y a pas que des AI. Voilà. Il y a aussi des agences. On vient de réussir... Michel Barnier, par un tour de passe-passe politique pour avoir des ministres modem, a fusionné le Haut Commissariat au Plan et France Stratégie. France Stratégie qui fait débat, c'est un peu le think tank de l'État sur tout un tas de problématiques. Bon, ça a été fusionné, donc il a annoncé une fusion, ça a été fait. Ce que je veux dire, c'est que à partir de ce moment-là, encore une fois, on voit bien que quand il y a une volonté politique, pour le coup manœuvrière, et ça fait partie du jeu, c'est possible. Le sujet aussi, c'est que sur certaines autorités de contrôle, on manque de moyens. Donc, peut-être aussi réévaluer les choses, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de valeur ajoutée, là où il n'y a pas d'utilité, en tout cas pas constatée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur certaines autorités de contrôle qui seraient peut-être nécessaires de renforcer, on pourrait reflécher certains postes et certains hauts fonctionnaires. Non, mais vraiment, on a créé un doublon entre l'administration centrale et des autorités. Je pense qu'on pourrait gagner très fortement en regroupant. C'est de la logique de base, ce que vous faites dans n'importe quelle commune, ce que vous faites dans n'importe quelle entreprise, où vous supprimez les doublons. Mais qui décide ? Mais la personne qui est élue, c'est l'exécutif, c'est son rôle. Donc c'est quoi ? C'est le Premier ministre ? C'est le Premier ministre et ministère par ministère. Est-ce que cette autorité administrative est utile et productrice de valeur ? Oui, non. Et sinon, je vais reprendre un terme en espagnol, afuera. Il faut arrêter. Là, on n'a plus les moyens de continuer à se payer des gadgets. Vraiment, pour le coup. Les économies, elles se font là, de manière intelligente. Elles se font pas sur un rabot qui, par nature, est totalement injuste, traite de la même manière ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ceux qu'on bien géré, ceux qu'on mal géré, ceux qu'on des marges de manœuvre, ceux qu'on n'ont pas. Voilà, il faut descendre là-dedans. Et ça, en fait, cette remise en cause du fonctionnement de l'État, on ne le fait pas depuis 40 ans. Et est-ce que les suppressions, vous les voyez dans le nouveau budget qui arrive ? Alors, on le voit en partie. Mais je trouve il n'y en a pas assez. Si, ça représente. La logique, c'est 2 tiers, 1 tiers. Alors, il y a quoi, dites-moi ? Alors, j'ai pas la liste exacte des agences, pour le coup, parce que je suis pas totalement rentré dans le budget et je suis pas porte-parole du gouvernement. Mais vous avez des trucs. L'Institut national de l'origine et de la qualité, l'Office français donc de la biodiversité, il y a l'agence. Ça, c'est important, l'Office français. C'est trusté politiquement, c'est ça le problème. Vous avez aussi l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'Agence
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vous avez l'Agence nationale de l'habitat, les agences de l'eau, des parcs nationaux. L'OFB, ça date de 2017. Est-ce qu'avant 2017, il n'y avait pas un ministère de l'environnement qui travaillait, qui fixait des normes et qui fixait des règles? Mais on a refait un machin en 2017. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.